Alain Rousset, Jean-Pierre Collignon, et puis vous, Monsieur Liwat. Quatre réflexions. D'abord, je pense, comme Frédéric Saint-Jour, qu'il faut utiliser toutes les nouvelles technologies aujourd'hui de communication. On n'apprend plus aujourd'hui la soudure avec un masque et un arc, on l'apprend d'une manière virtuelle. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec vous, là. Oui, attendez. Il faut faire des linéaires. Je vous parle d'une expérience. Je ne vous parle pas d'un rêve. Hein. OK ? Je vous parle d'une expérience. Nous avons fait installer une série de ce qu'on appelle des serious games à l'Institut de soudure au site de l'Aérocampus. Nous apprenons, nous faisons des tests au départ, les deux bien entendu, avec des serious games. Aujourd'hui, l'avantage du serious game, c'est que ça vous permet, comme l'iPod pour l'apprentissage des langues, de poursuivre votre formation en dehors des heures de cours. Nous vivons une révolution du mode de l'éducation. Hein, aujourd'hui, on va vous parler de ce que l'on nomme l'éducation inversée. Le rôle du prof n'est plus le même, y compris pour l'apprentissage de la soudure. Ça, c'est le premier point. Et l'apprentissage virtuel, nous n'en sommes qu'au début. Hein. Deuxième observation, les jeunes aujourd'hui, on appelle ça la white generation. Ils sont constamment sur le net et ils ont besoin d'avoir en face d'eux, quel que soit le milieu social, peut-être plutôt au milieu social cadre, mais ils ont besoin d'avoir en face d'eux des formateurs, des patrons, des chefs de service qui peuvent les animer plus que les diriger. Il y a un changement au niveau de la mentalité de la jeunesse aujourd'hui. Encore une fois, c'est venu des États-Unis. On appelle ça la white generation. Sur l'orientation, moi, le constat que je fais, c'est que les parents aujourd'hui ont de plus en plus de difficultés, et singulièrement avec une pauvreté qui augmente, une précarité qui augmente, des parents séparés, etc. L'orientation par la famille qu'on a vécu, que notre génération a vécu, que peut-être famille de cadres, famille d'enseignants peuvent faire, quoique cette orientation-là, elle a vécu. Donc il faut qu'on redonne d'une certaine manière au lieu captif qu'à l'école, le CFA, etc. C'est-à-dire qu'on mobilise les enseignants et que les enseignants aient appris les métiers de leur environnement. Il y a une expérience qui marche très bien en France aujourd'hui, qui a été entamée par les entreprises, qui s'appelle la main à la pâte. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. Porté par Georges Sherpak. Oui. Voilà. Et qui s'est installé dans 5 régions françaises, où il y a une présentation, une formation, j'allais dire systémique, des enseignants au départ du primaire, que l'on va étendre au lycée. Et voilà. Mais, pardon de le dire, les régions n'ont pas voulu reprendre les conseillers psycho, plus psycho d'ailleurs qu'orientation. Hein, voilà. Parce qu'on pense qu'il faut, c'est pas créer des postes de fonctionnaires dans ce domaine-là, c'est l'alternance, l'information, la mobilisation de tous. Encore une fois, parce qu'il y a parfois besoin d'une formation de 3 mois. Hein, c'est ce que j'ai fait aussi quand je parlais de répéto. Sauf que il faut quand même avoir des jeunes qui aient une base de formation telle que si leur vie professionnelle les amène à avoir des accidents, ils puissent avoir une base un peu générale. Hein, ça me semble être... Donc, et honnêtement, je suis témoin, pourtant, Dieu sait si j'ai été critique, je suis témoin de la petite révolution qui est en train de se passer dans les lycées professionnels de France, qui est commune et à l'éducation et aux régions. Parce que les régions ont bousculé, hein, par définition. Dernier point. Il y avait un secteur industriel ou un secteur économique qui a beaucoup souffert de ces difficultés de recrutement. C'est le secteur du BTP. Eh bien, le secteur du BTP a mis effectivement les moyens, comme vous le faites,
pour, par une forme d'enrichissement des tâches, une information, une rémunération, conditions de travail qui ont un peu changé. Et le secteur du BTP n'est plus un secteur qui a des difficultés. Dernier point, pardon, je suis trop long, l'apprentissage. Moi, j'ai beaucoup bataillé avec le gouvernement quand il a modifié la possibilité pour les régions de financer les aides aux employeurs d'apprentis. Hein, et encore, je crois avoir à peu près sauvé que 70% des entreprises, c'est-à-dire moins de 10 salariés, puissent encore en bénéficier. Ceci dit, dans une région comme la mienne, où quasiment j'augmentais le nombre d'apprentis de 1000 à 1500 par an, je n'ai que 3,5% des entreprises qui recrutent des apprentis. Je n'ai que 3,5% des entreprises. Donc, on est dans un dialogue. Je l'ai dit d'ailleurs à mes amis des organisations consulaires et professionnelles. Nous ne pouvons pas dire à la fois l'apprentissage est quelque chose qui va bien pour les jeunes, et puis en même temps avoir aussi peu d'entreprises qui offrent des postes d'apprentis, des stages de professionnalisation, etc. Ça doit être un projet collectif, commun. On a réussi à le faire. On a réussi à le faire au pire de la crise, hein, dans la métallurgie. On a pris l'engagement collectif, hein, de la branche de recruter, d'avoir 40 000 personnes en alternance. Oui. Ce qui était au-dessus de ce qu'on n'avait jamais fait, même dans les années les plus fastes. Et effectivement, on s'est mobilisé avec les entreprises et on a réussi à atteindre ce chiffre. Donc c'est possible d'aller convaincre les entreprises. Vous voyez ce que je veux dire, parce que le débat aujourd'hui, comment dire, il y a une chose qui m'agace, moi, qui m'insupporte, de la part des politiques, notamment, c'est qu'à partir du moment où on ne s'adosse pas à un travail d'expert, qu'on a un discours politicien, alors la droite tape sur la gauche quand elle est au gouvernement et vice-versa. L'apprentissage, il faut le développer. Sauf qu'aujourd'hui, je constate que l'apprentissage, c'est 3,5% ou 3,6% des entreprises. Et que si on veut, on ne peut pas parler de l'alternance s'il n'y a pas un engagement. Et c'est ce qu'on a fait avec le BTP. Hein. Le BTP, c'est 25% des apprentis. Mais il faut qu'on l'ait beaucoup plus. Et il y a un travail commun qui ne peut se faire que sur le terrain. Parce que, pas plus que moi, je commande, même si je suis président de l'ARF, au président ou aux présidentes de conseils régionaux, vous commandez aux entreprises. Donc, voilà, il faut vraiment que ce soit un projet collectif. Jean-Pierre Collignon. Oui, je voudrais bien réagir là-dessus. Je vous renvoie, si pour peu que vous l'ayez fait, un rapport que je viens de faire avec un certain nombre de mes collègues en interministériel sur l'ensemble des freins au développement de l'apprentissage. Et comme vous venez de le dire, hein, il y a un ensemble de paramètres. Il n'y a pas effectivement un paramètre qui freine au développement de l'apprentissage. Mais c'est vrai que globalement, je dis bien globalement, pas que dans l'industrie, on stagne quand même à 430 000 apprentis en France. On baisse même depuis 1 ou 2 ans. Oui. Écoutez, j'ai rencontré nos amis du 3C BTP qui ont perdu 10 000 apprentis en 2 ans. Ils sont passés de 75 000 à 65 000. Je sais que c'est le bâtiment, mais c'est en bilan. Et il y a un faisceau, effectivement, de causes. Je vous y renvoie pour peu qui vous intéresse. Ça mériterait une discussion à part entière. Sur l'orientation, j'ai la chance en ce moment d'être sur un autre projet aussi. Il y a 12 académies en France qui testent quelque chose qui se passe à l'étranger. C'est ce qu'on appelle l'orientation choisie par les familles. Sachez qu'en ce moment, il y a 12 académies. Et je pars dans l'académie de Limoges dès ce soir pour cette enquête-là, justement, où c'est en définitive les parents qui choisiront. C'est même plus l'école qui choisiront, c'est même plus le conseil de classe du 3e trimestre de 3e qui dira où va aller le gamin. C'est effectivement les familles qui seront responsabilisées avec leurs jeunes sur le choix. Et c'est très intéressant, comme vous l'avez un petit peu dit, de discuter avec ces jeunes. Là, je vais aller circuler dans quelques collèges de la Creuse demain et après-demain. Ce que m'ont dit tous les élèves, ou presque tous, quels que soient effectivement les dispositifs mis en place, beaucoup ont découvert les choses sur le net. Moi, ça m'a bluffé que ce soit de façon aussi statistique leur utilisation d'Internet pour découvrir la formation et le métier qui leur plairait. Ça, c'est un premier volet. Vous n'y attendez pas ? Si, un petit peu, mais c'est intéressant quand même de le toucher du doigt avec des jeunes qui vous le disent, de façon statistique, parce qu'on peut toujours vivre, vous savez bien, dans les termes, mais là, je les rencontre et on leur cause, hein, ça me semble important. Le deuxième volet, et je crois que tout le monde l'a dit ici, je crois qu'effectivement l'orientation, ou plutôt l'information, l'orientation c'est un dispositif, l'information c'est l'affaire de tous, et je n'ai rien du tout contre les conseillers d'orientation psychologues, mais je crois que le pire c'est de déléguer à des personnes extérieures l'information, alors que ça devrait être l'affaire de tout le monde.
demande dans les entreprises et effectivement vous y participez. Donc je crois que là, effectivement, ce qui se passe avec les RNG est un enjeu majeur pour que ce soit beaucoup plus l'affaire de tous et pas l'affaire d'un corps de personnes, aussi méritantes soient-elles, à l'extérieur. C'est un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Ce qui est un petit peu difficile pour les jeunes, vous l'avez un petit peu dit, j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir, mais peut-être que dans 3 semaines, je serai à la même table ronde avec la Fédération française du bâtiment qui continuera à me dire on veut faire des actions pour attirer pour le bâtiment. N'oubliez pas que tous les jeunes sont à l'heure actuelle à l'intersection d'une multiplicité de sollicitations par l'industrie. Je suis une famille industrielle, donc j'ai une certaine proximité, par les gens du bâtiment, par les gens de la santé, par les gens de tous les secteurs que vous voulez. Et c'est très difficile pour eux, effectivement, de faire une synthèse entre toutes ces sollicitations fortes et enthousiastes autour d'eux. C'est un point important. Le dernier point qui me semble aussi moins important sur l'orientation, c'est qu'on est quand même beaucoup trop à l'heure actuelle sur une opération trop courte. Tout ce que je vois dans les établissements, en particulier pour le collège et après, ça se focalise sur quelques mois en classe de 3e. Ça commence un petit peu avant, mais pas beaucoup. Puis surtout, quand on a choisi après la 3e, on est dans un tuyau, et ce tuyau, c'est extrêmement difficile d'en changer. Je pense qu'il est important dans ce pays qu'on ait un processus d'information beaucoup plus lent qui commence bien avant la 3e. Ça existe un petit peu, hein, bien évidemment, mais c'est encore pas très répandu. Et surtout qu'il se prolonge, parce qu'en fin de 3e, on a le droit de se tromper. Je ne sais pas combien de personnes ici, à l'âge de 14 ou 15 ans, savaient exactement le métier qu'elle allait faire. Moi, je comprends que des jeunes me disent moi, je ne sais pas à 15 ans. Je ne sais pas à 15 ans. Et ça me semble important qu'on puisse continuer après, hein, qu'on ne soit pas enfermé. C'est mon histoire tout à l'heure, un petit peu de parcours. Là aussi, d'ailleurs, on en parle dans ce fameux rapport sur l'apprentissage. Moi, je suis quand même pour une logique où c'est pas qu'on repousse le choix le plus loin possible, mais qu'on ait le droit de se tromper, qu'on ait le droit de commencer dans un bac pro machin et voir au bout de 3 mois, c'est pas ce qu'il me fallait, qu'on puisse effectivement repartir dans une autre formation, qu'on puisse commencer, pourquoi pas, par un statut scolaire et faire une dernière année en apprentissage, parce que c'est ce qui nous irait mieux. Je suis pour un système qui soit beaucoup plus souple, ce qui veut dire que les établissements doivent être organisés pour accepter en même temps tous les publics, j'ai bien établissement, quel qu'il soit, lycée, etc. Hein, et je crois que cette souplesse qui permet aux jeunes de continuer à essayer après un premier choix, en sachant qu'il n'est pas emprisonné pour aller ailleurs, serait profitable. Arrêtons de vouloir les faire choisir en les informant pendant quelques mois en classe de 3e. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du côté un petit peu dérisoire des choses. Voilà. Monsieur Dubois, réaction ? Oui, alors moi, à 15 ans, je voulais être pilote de chasse. À 18, on m'a dit que j'avais pas les bons yeux, donc il a fallu trouver autre chose. Donc je suis ingénieur travaux publics. Et j'en ai fait pendant quand même pas loin de 20 ans. Puis je suis passé dans l'industrie aéronautique et aujourd'hui, je construis des bateaux. Oui, bon, voilà. Mais je pense que c'est assez révélateur d'une génération où on ne rentre plus chez Vallourec pour y faire sa carrière ou chez Airbus ou chez machin. Et voilà, il y a des passages, il y a des cycles. Et à nous, entrepreneurs, aujourd'hui, de faire rêver nos jeunes en leur proposant, en les faisant parler, en essayant de savoir ce qu'ils ont envie de faire demain. Et l'entreprise évolue et l'entreprise doit leur proposer des choses merveilleuses. Sinon, ils s'en vont. Si vous trouvez, vous ne savez pas parler de vos entreprises, vous trouvez, enfin, je dis vous, en vous généralisant pour les patrons. Non, mais chez moi, j'ai pas trop de problèmes. Ouais. J'ai pas de turnover. Les gens ne partent pas et l'entreprise se développe. Et dans mes 20 premières années dans le bâtiment, j'étais parmi ceux qui ont participé à la fameuse campagne de com' où on voyait ce jeune conducteur de travaux jouer de la guitare sur le viaduc de Millau, si ça vous parle. Voilà, on rêve. Moi, j'ai une entreprise d'ajustage. Mon ajusteur qui passe sa journée avec sa petite meule, avec un petit bout de papier de verre gros comme ça qui tourne là, à meuler des pièces en aluminium, il meule pas de l'aluminium, il construit des A380. Voilà. Et puis le gars qui est chez Multiplast, en fait, il manipule du carbone toute la journée, mais il construit des bateaux. Voilà. Et en fait, il manipule du carbone toute la journée. Il ferait une bicyclette ou il ferait... ce serait pareil. Le métier est un peu plus évolué peut-être, un peu plus fin, un peu plus... Mais voilà, globalement, je pense qu'on ne sait pas parler de ce qu'on fait. On ne sait pas expliquer à quoi sert le travail qui est fourni. On sait mal le vendre, mais on n'est pas formé pour ça non plus en tant que chef d'entreprise. Donc je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Donc, je voudrais revenir moi sur 2-3 choses. Alternance, apprentissage. C'est quelque chose qui coûte très cher à l'entreprise. Très cher. Parce qu'un apprenti qu'on paye ou un alternant qu'on va payer à 40% du SMIC et qui est là que 50% du temps, finalement, il coûte le même prix qu'un quelqu'un qui débute dans l'entreprise. Et en plus, il consomme du temps
d'un professionnel expérimenté. Quand une entreprise veut faire du résultat, quand elle veut essayer de sauver sa peau, elle met ses bons ouvriers, ses meilleurs ouvriers, elle les met au boulot et elle ne les met pas former les apprentis. Ça, c'est clair. Hein, je crois qu'il faut vraiment bien déconnecter ça. L'apprentissage, il n'y a pas assez d'écart aujourd'hui entre ce que va gagner un alternant et de ce que va gagner un jeune salarié qui démarre en bas de l'échelle dans une entreprise. Il n'y a pas assez d'écart. Il y en a un qui va ramer toute la journée, puis l'autre, il vient là, il regarde, etc. Enfin, c'est pas suffisamment motivant, vous voyez ce que je veux dire, pour le jeune qu'on embauche. Je pense qu'il n'y a pas assez d'écart. C'est une vision peut-être un peu réductrice, mais voilà. Je peux réagir juste sur ce point. Oui. Ce point est assez clé parce que ça renvoie à la problématique de M. Rousset. Est-ce que le fait d'avoir des contrats d'apprentissage qui sont faits par, alors c'est peut-être pas le cas de votre filière, mais par les grandes entreprises de la filière et dont les apprentis sont formés dans ces grandes entreprises, qui ont un peu plus de capacité à absorber ce genre de choses, et qui ensuite sont il y a un contrat entre la grande entreprise et les plus petites entreprises de la filière. Est-ce que ça vous paraît un élément qui pourrait faciliter les choses? Parce que c'est effectivement ce genre de choses qu'on pense, qui commence à exister notamment dans l'aéronautique ou dans l'automobile. Je vais être très méchant. Airbus adore embaucher mes salariés. J'ai horreur d'embaucher. J'embauche pas de salariés qui viennent de chez Airbus. D'accord. On n'a pas le même rythme de travail. Excusez-moi. Je suis méchant. C'est terre à terre. Dans une PME, on n'est pas. Oh, détrompez-vous, on les paye pas si mal que ça. On les paye pas si mal que ça. Il y a moins d'avantages autour. Il y a beaucoup moins d'avantages autour. Et puis il y a souvent, malheureusement, pas la sécurité de l'emploi, parce qu'on est beaucoup plus obligé de suivre le niveau de notre activité. Donc voilà, je pars du principe que l'apprenti doit être dans l'entreprise. Si on veut pouvoir le garder après, il faut qu'il soit formé aux méthodes de l'entreprise par les salariés de l'entreprise, mais que trop souvent, ça coûte cher malgré tout. On a beau dire une prime de 1 000 €, c'est quoi 1 000 €? C'est rien. 1 000 €, c'est 20 heures de boulot d'un professionnel qualifié. C'est 20 heures de chiffre d'affaires d'un gars qui travaille à 50 € de l'heure. C'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par contre, il faut se le coltiner, il faut l'équiper, dans des métiers où de temps en temps la caisse à outils coûte un peu cher. C'est un vrai travail, c'est du temps que va passer le professionnel qualifié. Donc je pense que l'idée est bonne. Moi, je suis un partisan de former dans l'entreprise. Et je dis bien dans l'entreprise, et pas à l'école à côté de l'entreprise, parce que je pense qu'il y a toute une génération de jeunes qui sont réfractaires à l'école. Vous leur montrez une salle de classe, c'est pas possible. C'est pas possible, ça leur va pas. Donc ces gars-là, ils sont très bien debout en bleu dans un atelier à tourner autour d'un truc. Il y a toute une, je dirais, un fragment de la population, c'est pas la généralité, mais il y a quand même beaucoup de jeunes pour qui une salle de classe, c'est vraiment la haine, quoi. C'est pas possible. Ils peuvent pas rester 2 minutes. D'ailleurs, vous les voyez, les jeunes dans les petites sections, et vous pouvez plus les laisser assis à leur place. Si vous voulez garantir leur évolution de carrière, vous êtes obligé de les faire passer à un moment donné par un bagage un peu commun qui permet de se dire qu'au-delà de multiplaces, ils ont un parcours possible. Ah ben absolument. Après, ils vont chez Airbus. Quand on vous écoute, en fait, Monsieur Dubois, on se dit mais au-delà de Airbus, etc. Quand on vous écoute, on dit finalement ils sont adaptés à multiplaces. L'éducation nationale pour la base. Ce qu'on disait, l'histoire, la géo, le français, l'informatique, les matières générales. Très bien, très très bien. Le concret, c'est dans l'entreprise. Et au CFA. Via le CFA, après le CFA, pendant le CFA, peu importe. Mais là, pour moi, la techno, elle s'apprend dans l'entreprise ou tout près de l'entreprise, et elle ne s'apprend pas. Elle s'apprend malheureusement pas à l'école. Dernière réaction avant de passer la parole à la salle. Monsieur Dubois, vous voulez rajouter encore une dernière chose? Non. Peut-être Christian Givard. 2 anecdotes par rapport à ce que disait Monsieur Collignon et une question après à Monsieur Dubois. Les petites anecdotes, c'est j'avais une journée portes ouvertes samedi dernier. Donc on fait venir les familles, les jeunes dans les écoles. En général, c'est pour confirmer une inscription, parce que comme on le disait tout à l'heure, maintenant, avec les technologies nouvelles, tout le monde a accès à l'information. Sauf qu'il y a un petit paradoxe quand même, c'est que les jeunes qui sortent de collège, vous savez, ils doivent inscrire leur souhait d'orientation dans un dispositif informatique qui s'appelle AFELNet. Eh bien, en fait, les formations en apprentissage ne sont pas répertoriées par AFELNet. Donc on se dit, tiens, on a des entreprises qui pourraient recruter des apprentis.
sur des formations qui collent à leurs besoins. On a des centres de formation qui existent, mais les jeunes, ils ne sont pas informés de l'existence de ces apprentis, en tout cas par le système d'orientation. Une autre anecdote, je parle avec un jeune et avec une famille. Alors je voyais qu'il n'avait pas l'air très, très motivé par ce qu'il venait, par ce qu'il voyait. Je dis mais pourquoi êtes-vous là? Il me dit en fait moi je veux être pâtissier. Je dis ah oui là vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Mais pourquoi on vous a orienté vers nous? Écoutez en fait moi on m'a dit que pour être pâtissier il y avait beaucoup de demandes et en fait on sélectionne sur les résultats en mathématiques et en français. Et donc on m'a conseillé de venir faire de l'électronique. C'est Oui, du vécu. Pour être avocat, il faut faire S aussi. C'était avant-hier. Et puis, juste une petite question. On dit l'alternance, ça coûte, c'est vrai. Une entreprise, elle investit sur un jeune. Il faut mobiliser du temps de tuteur. Il faut payer le salaire du jeune. Moi, j'aurais envie de dire, qu'est-ce que ça rapporte? Parce que dans 80% des cas, l'alternance débouche sur une offre d'emploi faite par le tuteur, par le maître d'apprentissage. Ça veut dire que globalement, on a eu le temps d'apprécier le jeune, de le former, de le voir évoluer. On a participé à son évolution. Et si on a envie de le recruter, on a une période d'essai qui est assez extraordinaire. À côté de ça, si on s'oriente vers un recrutement extérieur, il faut passer par un cabinet, il faut passer des annonces, ça prend du temps, ça coûte cher, et bien souvent, on se trompe. Alors, je veux poser la question, qu'est-ce que ça rapporte aussi que de prendre un apprenti? Ah bah, c'est formidable, un apprenti. Enfin, je suis le premier à dire que c'est bien, mais je dis que ça coûte cher. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'en période de tension financière dans les PME, les entreprises attendent avant d'y retourner. Parce qu'en plus, quand on a une perspective où on se dit on va se développer, on va embaucher le jeune à la fin, si c'est pour lui dire écoute vieux, il n'y a pas de boulot, ça s'arrête là. N'oublions quand même pas que ce qui fait le développement, enfin, l'embauche et le marché du travail, c'est quand même avant tout l'état de nos carnets de commandes. Moi, j'embauche pas, même si on me le donne, même si on m'en donne 10, même si on m'en donne 20, je les prends pas si j'ai pas de boulot à leur donner.